un point important, à tout moment, ces découvertes remettent en cause cette classification. Grand 3. La gradation linéaire. Et ce n'est pas des moindres. La gradation linéaire. Aristote est celui qui a davantage mis en forme cette idée. Aristote. Aristote a traité l'histoire naturelle. Il s'est intéressé à la vie des animaux. On a retenu l'idée d'une gradation linéaire. Ainsi, cette gradation linéaire conduit à la classification des organismes vivants, suivant leur degré de perfection. On s'intéresse dans ce cas au degré de développement atteint par l'organisme vivant à sa naissance ou au pouvoir de son âme. On peut alors établir une gradation des âmes, avec des âmes nutritives, par exemple celles des plantes, jusqu'aux âmes rationnelles, celles de l'homme, de l'être humain. On peut même envisager d'autres êtres supérieurs à l'homme. Autrement dit, dans cette telle échelle de gradation linéaire telle que la propose Aristote, chaque être possède des pouvoirs, les pouvoirs de ceux qui sont en dessous de lui et les pouvoirs qui lui sont propres. Ce type de mode de pensée est différent et s'inscrit dans notre vie à notre insu. Aristote. 34. Quelques erreurs à corriger. Plusieurs erreurs graves sont difficiles à corriger. Ce sont l'anthropocentrisme, le finalisme et l'essentialisme. Grand A, l'anthropocentrisme. L'être humain a été forcé d'admettre que l'homme n'était pas le sommet, le perfectionnement ultime de l'évolution. Il a été obligé de l'admettre que cela était faux. Déclarer que la Terre n'est pas le centre de l'univers et remettre en question le géocentrisme, comme a pu le faire Copernic, notamment à son époque. Lorsque l'on s'intéresse aux êtres vivants, on remet en question le problème de l'anthropocentrisme. Actuellement, tous les organismes vivants sont aussi évolués les uns que les autres. Si on place l'homme au sommet de l'échelle de l'évolution, cela tient à considérer la spécificité humaine comme qualitativement supérieure à d'autres organismes. C'est donc un système philosophique qui induit un vocabulaire dans ce style. Attention. Dès que l'on introduit cette idée de qualité, on se rend compte que cela ne peut avoir de valeur scientifique dans le cadre d'une classification. C'est un facteur de maintien des grades dans la classification et cela est une erreur qu'il faut corriger. Grand B, le finalisme. Les prokaryotes sont des cellules sans noyau. Ce sont les eukaryotes qui ont un noyau. L'être humain appartient aux eukaryotes. Les invertébrés sont des métazoaires, sans vertèbres. Ce sont les vertébrés qui ont des vertèbres, dont l'homme, l'être humain. Les poissons sont des craniates, sans pattes. Craniates, la tête et le corps ensemble. Les reptiles sont des amyotes, sans poils, plutôt avec des écailles. Dans une telle classification, l'évolution semble avoir pour but l'émergence de l'homme, de l'être humain. Or, la compréhension actuelle du mécanisme collectif ne saurait assigner un but à l'évolution. Où allons-nous? Pour l'instant, rien ne nous prouve
que l'évolution a un but? Aucune preuve. On constate simplement, on est témoin. Il y a un tri sur les variantes en fonction des contingences du moment. En d'autres termes, ce qui arrive dans l'évolution correspond à ce qui arrive dans l'histoire. Comme en histoire, si on pouvait tout recommencer, la probabilité pour que tout se passe de la même manière est quasiment nulle. Surprise et inconnue. Donc, il n'y a aucune raison de considérer que l'évolution a un but. C'est l'essentialisme. Quand on parle de l'évolution, on croit que l'essence précède l'existence. Le fait de croire que l'évolution a un but est un point de vue philosophique. L'essentialisme revient à injecter dans les êtres un absolu. Normalement, lorsque l'on s'adresse aux sciences, on ne devrait résider que dans les lois de la nature, et non pas dans les objets subissant ces lois. Tenir à l'essentialisme, c'est nier le rôle fondamental au processus contingent. C'est négliger tous ces à-côtés qui seront les vrais déterminants, les à-côtés. On se rend compte que la tentation est grande. Attention. Grand 5, raisonnement. L'espèce n'est qu'une collection monophylétique d'individus définis au mieux par la synapomorphie et au pire par la variance. En sciences naturelles, la science des classifications s'appelle la systématique. Il y a l'identification, la description, l'inventaire des êtres vivants dans la nature présente et passée. La classification permet de rendre intelligible leur immense diversité. Pour raisonner, voici deux exemples dont la catégorie est tout à fait différente. On parle beaucoup d'écologie, d'environnement. Dans ce cadre, la liste des espèces et leur abondance respective dans un milieu donné seront de bons indicateurs de la dégradation de ce milieu. Par exemple, lorsque certains poissons fréquentant les cours d'eau évoluaient, d'autres disparaissaient. Il y a aussi les épidémies parasitaires, les épidémies. La diversité des êtres vivants, appelée la biodiversité, peut être perçue de plusieurs manières. Cette classification sera basée sur des données fonctionnelles, mais aussi relationnelles. Une seconde perception de la biodiversité serait liée à l'histoire. Les espèces se placent alors sur la base de données structurales, comparées et inscrites dans le temps. La classification répond à des questions du type « D'où cela vient-il ?» Ces deux perceptions de la biodiversité pourraient être qualifiées par deux adjectifs, horizontale et verticale. La première perception instruit en termes de relation de fonctionnalité. Elle peut être qualifiée d'horizontale. Si on compare par exemple un requin et un dauphin, on voit bien qu'il y a un profil hydrodynamique. Ils ont la même silhouette, à peu près, et sont faits pour nager dans l'eau. Cependant, le requin n'a rien à voir avec le dauphin, et le dauphin n'a rien à voir avec le requin. Grand 6, le caractère. Un caractère est un attribut observable d'un organisme.
Pour aboutir à un arbre, les caractères doivent être comparables et comparés. Un arbre de style généalogique. Lorsque deux structures sont similaires, mais pas exactement identiques, on distingue deux états. En d'autres termes, le caractère est la désignation de ce que l'on observe. Par exemple, la couleur des yeux, la couleur des pétales d'une fleur, etc. L'état est la formulation de ce que l'on trouve de discriminant au sein d'un échantillon d'organismes. Si l'on se place maintenant dans une optique comparative, un caractère est donc une structure identifiée comme similaire dans deux ou plusieurs organismes. Similaire signifie que cela doit être exactement identique ou différé par divers degrés, le temps entre autres, chez les organismes observés. Cette similitude constitue une hypothèse d'homologie primaire, de similitude primaire. Dans cette approche comparative, la notion de caractère est indissociable de la notion de similarité. Caractère, similarité. La définition complète du caractère en systématique est donc tout attribut observable des organismes sur lequel on peut poser une hypothèse d'homologie, une hypothèse de similarité. Grand 7, l'homologie ou les similitudes. Dans les sciences naturelles, il y a deux définitions de l'homologie, de la similitude. Premièrement, on parle de structures homologues, de structures identiques, de structures similaires, lorsqu'elles sont héritées d'un ancêtre commun. C'est l'homologie de descendance ou l'homologie secondaire. Elle ne prend un sens que dans le cadre de la taxonomie, de l'ordre et de la loi, le système de classification. On parle aussi de structures homologues similaires lorsque l'on compare plusieurs organismes dans un même plan d'organisation. Ces structures entretiennent les mêmes connexions avec les structures voisines, quelle que soit leur forme et leur fonction. Cette idée de connexion est fonctionnelle. On les formule dans une chronologie bien particulière. On pose d'abord une hypothèse d'homologie, une hypothèse de similitude. Ensuite, on la confirme par l'arbre trouvé. L'arbre dit, entre guillemets, style généalogique, ce qui permet d'affirmer ou non la descendance. Grand 8. Qu'est-ce qu'un arbre? Des métaphores sont issues de la tradition évolutionniste. Un arbre est un graphe connexe, de connexion, non-siphique. Il comporte des liens qui sont des arêtes, des branches reliant entre eux les sommets. Un seul chemin permet de relier deux sommets entre eux. L'arbre dit généalogique n'est pas un réseau car il n'y a qu'un seul chemin possible. Certains chemins sont internes, d'autres sont externes. Le sommet interne est la rencontre de trois liens appelés des nœuds. Les sommets externes sont des feuilles. Les méas internes sont aussi appelés segments internodaux. Les liens externes s'appellent des branches terminales. Il existe différents types d'arbres de style généalogique, entre guillemets. Un arbre correspond à un point de rencontre. Lorsque l'arbre est enraciné, chaque branche interne donne deux branches. Le nœud est le lien de rencontre de plus de trois liens. L'arbre est dit irrésolu ou partiellement résolu lorsque certains nœuds sont le point de rencontre de plus de trois liens. Dès que l'arbre est enraciné, il est orienté dans le temps. Pour établir un arbre, on peut partir d'un arbre non enraciné.
on peut enraciner l'arbre sur la racine A, mais aussi sur B, C ou D. On peut enfin le présenter avec une racine au milieu. On essaie de faire ce travail lorsque l'on classe. On trouve la solution pour arriver à un arbre enraciné. Chaque nœud est formé par la réunion de 3 liens. Une méthode consiste à rechercher l'ancêtre commun et tous ses descendants. À partir de systèmes de recherche, on bénéficie maintenant des progrès de la microbiologie et l'on s'intéresse à l'aspect moléculaire, en particulier l'aspect génétique. Le but est de nous montrer les bases. On s'intéressera maintenant à l'aspect phylogénétique sur l'arbre, afin de définir des groupes. Chaque nouvelle découverte peut modifier la forme des arbres. Ce sont des arbres irrésolus. Grand 9, hominisation, le fait de devenir homme ou être humain, l'acquisition de la bipédie. L'homme, l'être humain, est intelligent car il a une main. Son membre antérieur libère d'une certaine manière sa fonction purement locomotrice. Le singe, par exemple, est tout à fait capable de saisir des objets avec son membre antérieur. La seule différence entre les humains et les homonidés est l'acquisition par les homonidés de la pince polycidigitale. On peut opposer le bulbe à bulbe, le pouce et l'index. L'acquisition de la bipédie comporte un certain nombre de modifications. L'évolution se fait dans un milieu spécifique. Les hommes êtres humains peuvent se tenir debout, avec un alignement dans le front frontal à peu près correct, alors que les singes possèdent toujours un degré de flexion sur les membres inférieurs. On constate que la flexion de l'articulation intermédiaire ne s'effectue pas dans le même sens. Par exemple, chez le quadrupède et chez le bipède, l'articulation fléchit en arrière. Les 4 membres des quadrupèdes ont leur articulation dirigée vers l'arrière, entre autres les chevaux. Ce serait dû à la conjonction de 2 phénomènes. Si on essaye de suivre les bords de la diaphyse humérale avec le doigt, de l'humérus, de haut en bas, on a l'impression que cette diaphyse est torsadée. En effet, le sillon du nerf radial, cubitus, radius, radial, était appelé autrefois la torsion de l'humérus. On a l'impression que l'os est tordu. Cela ne suffit pas à expliquer les 180 degrés de flexion. Il faut étudier 2 phénomènes. Frontalisation de la scapula, de l'omoplate, et torsion à 90 degrés de l'humérus. Torsion. On a alors les 180 degrés. Devant, côté, derrière. L'extrémité des membres apparaît en premier. Le développement de la rotation entre la première et la deuxième vertèbre cervicale permet une rotation de la tête. Entre autres, l'avancée du foramen magnum entraîne automatiquement l'augmentation de la région postérieure. On voit rarement les quadrupèdes assis. Les hommes ont des muscles fessiers. Avec la graisse, ils sont de bons coussins confortables. Les singes n'ont pas de fessiers développés comme les nôtres. Ça